Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Homme qui rit de Victor Hugo. C'est notre 10e épisode sur cette œuvre. Et aujourd'hui, nous lirons toujours dans la deuxième partie le livre 3e, la fin, la suite et fin du livre 3e pour être précis, dont vous avez le début donc dans l'épisode numéro 9. Si vous suivez tout ça sur YouTube, je vous invite à checker la playlist qui se nomme « Et si on lisait L'Homme qui rit ?» tout simplement. Et vous aurez davantage de facilité à comprendre comment s'organisent les épisodes. De toute manière, ils sont numérotés et mis dans l'ordre dans la playlist, donc il n'y a qu'à vous laisser guider. Si vous voulez avoir un petit peu plus de navigation, un petit peu plus de pouvoir sur ces lives et sur comment, surtout, regarder ces lives, consommer ces lives, je vous invite tout simplement à regarder la description de la vidéo où se trouvent des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses, éventuellement de passer des chapitres. Peut-être qu'il y a certains chapitres dont vous ne voulez pas entendre parler et aller directement où bon vous semble. Ça peut vous servir aussi de marque-page, etc. etc. Vous retrouvez d'ailleurs ces infos également, ce chapitrage, également dans la barre de lecture sur YouTube, tout simplement. Voilà pour les petits disclaimers avant qu'on entame ce live. Et on va commencer comme d'habitude avec une petite intro de 10-15 minutes, le temps pour moi de discutailler avec vous et de laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver, tout simplement. Avant qu'on entame cette introduction, je vous souhaite tout de suite de passer un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite à tous la bonne santé. Et j'accueille mes viewers avec plaisir. Bonsoir Jumpy, bonsoir Starmayor. Non, oui si c'est ça, Starmayor. Bonsoir à tous les deux. Comment allez-vous? Merci de nous rejoindre et merci Starmayor pour ton follow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Que voulais-je dire? Oui, du coup, dans cette introduction, vous savez de quoi je vais vous parler puisque nous sommes mardi. Nous sommes donc le jour du premier live de la semaine. De ce fait, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les lives à venir cette semaine. Ça commence ce soir avec un live de lecture. On poursuit demain, mercredi, avec la journée gaming. J'avais dit que je repasserais sur du Yooka-Laylee and the Impossible Lair et que je ferais une alternance entre Yooka-Laylee et Sherlock Holmes. J'ai revu un petit peu ma copie, étant donné que je vois que Sherlock Holmes vous plaît beaucoup, qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se le sont procurés ou qui l'ont recommencé pour pouvoir jouer en même temps que moi. Donc du coup je me suis dit je vais pas les faire attendre 3 semaines de plus alors qu'ils ont envie de jouer et qu'ils kiffent le jeu, etc. Donc bon, j'ai pris la décision de continuer Sherlock Holmes dès demain avec la 4e enquête si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera sur le créneau de 13h à 16h. Et il y aura normalement un deuxième créneau demain à 21h pour une présentation de mise à jour Sea of Thieves. Et oui, Sea of Thieves, je ne fais plus ça de manière hebdomadaire, mais je vais revenir une fois de temps en temps quand j'en aurai l'envie ou la motivation, ou par exemple quand il y aura une mise à jour. Bon, après, c'est plutôt du prétexte, je dois bien avouer, parce que la mise à jour de demain a l'air très très maigrelette, donc c'est plus un prétexte pour dire qu'on fasse une session Sea of Thieves, on va dire, mais voilà. Au moins, on aura une session Sea of Thieves, ça fait longtemps et ça fera plaisir. Bonsoir Zikael, bienvenue sur le live, comment tu vas? Moi ça va bien, merci de demander, ça fait plaisir. Donc voilà pour la journée gaming. Jeudi, je sais même pas si j'ai le droit de le dire parce que c'est pas encore sûr. Oh putain, ça me fait une coiffure trop stylée. Ok. Faut que je me mette les cheveux comme ça. Faut que je m'achète soit des barrettes, soit des élastiques ou je sais pas, mais il me faut vraiment une coiffure comme ça, je trouve ça trop stylé. Ok. 100%, je vais aller regarder la rediffusion et essayer de reproduire la coiffure. Faut vraiment que je fasse un truc comme ça, c'est trop classe. Du coup, c'est à la limite du mulet, attention. Mais non, c'est trop stylé. Qu'est-ce que je disais du coup avant de faire le con? Merde, j'ai vraiment oublié. Oui, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais il y a des chances que jeudi vous me voyez en live chez Cora
Voilà, je ne le murmure pas trop fort, mais apparemment c'est peut-être dans les tuyaux. Voilà. Je pense qu'il m'en voudra pas trop, vous aurez eu la primeur de l'information ici. Mais voilà. Peut-être jeudi 21h chez Cora. Vendredi, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la suite de la lecture de L'Homme qui rit de Victor Hugo à 21h, comme d'habitude. Dimanche à 15h, nouveau live de découverte de l'univers de League of Legends. Je sais même plus sur qui ça sera, tiens. Enfin bref, vous verrez bien. Ça sera ce dimanche à 15h. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, puisque c'est un petit peu l'émission événement, l'émission phare, entre guillemets, que je ne fais qu'une fois toutes les 2 semaines, le retour de Ça me rappelle une histoire. Donc soyez là samedi, j'aurai besoin de vous samedi 21h pour un nouveau Ça me rappelle une histoire. Je rappelle que le but de Ça me rappelle une histoire est simple. Il va s'agir pour moi d'improviser une histoire et de vous raconter cette histoire comme si il s'agissait d'un souvenir sur la base de vos suggestions. Donc voilà un petit peu l'idée de ces lives. Et ce samedi, le thème sera thème suite. Donc tous ceux qui ont eu la curiosité de regarder tous les précédents épisodes, ou pas forcément tous d'ailleurs, je vous invite à me laisser des commentaires sur cette vidéo sur YouTube, ou à me dire dans le tweet, ou à me dire dans le chat Twitch si vous avez des avis, ou éventuellement me le dire en privé sur Facebook, Twitter, Discord, etc. Et à voter pour quelle histoire mériterait sa suite entre guillemets lors du live de samedi, sachant que je ne ferai que 2 suites et que j'exclus les lives en duo avec Mirani, enfin le live en duo avec Mirani, parce que si je dois faire la suite de ces histoires, bah, je le ferai en duo avec Mirani. Donc vous avez le choix, je vous fais très brièvement le topo. Alors je sais que ça sera peut-être pas parlant pour tous, si vraiment vous voulez voter en pleine conscience, je vous invite à regarder toutes les rediffusions avec la playlist Ça me rappelle une histoire. Mais vous en avez pour quelques heures. Sinon, allez juste checker les titres ou vous renseigner de ci, de là. Peut-être aussi que les thèmes peuvent vous aiguiller sur quelle histoire vous intéresse ensuite. Mais du coup, pour vous faire un petit topo et vous aider un petit peu dans votre réminiscence, je vous rappelle qu'il y a donc, à l'heure actuelle, le thème fantasy avec l'arbre Moriari et le clan Dolto, l'histoire Mardmagan le nain géant à 4 pattes, l'histoire de Nako au champ de bulles, l'histoire de la malédiction de Planetexus. En science-fiction, nous avons Dans la tête de Girac et L'ermite et le vaisseau échoué. En horreur, il y a Sur la plage abandonnée ou Un fantôme dans le cœur. En polar, il y a L'affaire Katharina et l'encyclopédie du crime. En fantastique, il y a Les lois de l'attraction ou L'enfant qui était le héros. Donc voilà, si parmi tous ces titres, il y en a un qui vous parle, si parmi tous ces titres vous dites « Ah oui, je me rappelle ça me rappelle une histoire, j'avais bien aimé, j'aimerais bien voir la suite de cette histoire », n'hésitez surtout pas à m'en faire part parce que vos votes vont vraiment compter et je vais faire la suite de l'histoire pour laquelle vous aurez voté. Page 4, nous dit Zikael. Ouais, malheureusement, vous pouvez pas voter pour page 4, mais parce que c'était l'histoire au duo avec Mirani. Mais franchement, je vous invite à voter, ça va être marrant. Ça va être marrant. Et moi, ça va me permettre, avant le live de samedi, de revisualiser les histoires qui auront été les plus votées pour justement pouvoir improviser une suite qui soit raccord, quoi. Une suite qui ait du sens avec la première partie de l'histoire. Du coup, bonsoir ceux qui nous rejoignent, bonsoir Dimal, bonsoir les couteaux portes, ça me fait plaisir de vous voir par ici. Alors, Star Mayor, bien, je viens de découvrir ta chaîne YouTube avec tes lectures, mais je ne pourrais pas écouter les lives à cause des horaires. En tout cas, tu lis très bien et tu t'exprimes très bien. Merci beaucoup Star Mayor, ça fait extrêmement plaisir. Et ben je t'invite à voir peut-être les playlists sur ma chaîne YouTube. Peut-être que certaines lectures te plairont davantage que d'autres. J'en ai déjà fait beaucoup des lectures. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de YouTube à Twitch, même si c'était juste une fois exceptionnellement pour me dire bonjour et me faire savoir ça. C'est déjà beaucoup. Merci à toi. Oh, ça fait plaisir les couteaux portes que tu écoutes Columbus. Le voyage sans retour de notre cher ami Dimal. C'est pas le voyage sans retour. Attendez, j'ai peur de dire de la merde.
Attendez. Je suis obligé de vérifier, sinon je vais m'en vouloir à l'infini. At Planeteo Columbus. Si, le voyage sans retour. J'ai sué là. j'ai sué. Désolé Dimal. J'ai eu un petit brain fart. On va pouvoir se lancer, chers amis, parce que j'ai fait le récapitulatif de toute la semaine. Vous avez vu comment j'ai été efficace, moi. On va pouvoir se lancer sur la suite de L'Homme qui rit de Victor Hugo. Nous en sommes donc toujours au livre 3e, deuxième partie. Nous allons poursuivre avec le chapitre 6, 7, 8 et 9. Je lirai le chapitre 6 et 7 dans un premier temps, ensuite je ferai une pause, et ensuite le chapitre 8 et 9, pour terminer ce live et donc ce livre 3e. Je sais que l'organisation et la structure de ce bouquin est un peu compliquée, mais vraiment, ne paniquez pas, il suffit de suivre les lives dans l'ordre et tout va bien. La dernière fois, nous en étions restés à ce moment un petit peu... de toute manière, le livre 3e se nomme Commencement de la fêlure, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais essayer de retrouver. Faut que je jongle avec les pages. Voilà, Commencement de la fêlure, le livre 3e. Et justement, on commence à voir la fêlure poindre petit à petit. Notre chère troupe de théâtre de saltimbanque, composée de Ursus, Homo, Gwynplaine, Dea, ainsi que Phoebe et Vinos depuis très peu de temps, se sont déplacés à Londres avec leur Green Box, leur espèce de chariote qui leur sert également de décor de théâtre, etc., et de coulisses et ainsi de suite. Et d'habitation surtout. Du coup voilà, les voilà à Londres, les voilà bien installés, et les voilà enclins à plaire à la foule, puisqu'ils font un beau petit succès. Même si jusqu'à présent c'est plutôt un succès chez les classes populaires, mais ça commence à intéresser les classes peut-être un petit peu plus hautes, si on peut dire, et les problèmes commencent à poindre à l'horizon, puisque la dernière fois on a eu notamment la figure du weapon take, je sais pas trop comment prononcer ce mot pour être franc, mais weapon take, j'aurais dit, qui donc était une figure d'autorité qui semblait faire très très peur à Ursus. Et voilà, on voit de ci de là au détour d'un paragraphe, on voit poindre comme ci comme ça quelques problématiques, quelques peut-être nœuds d'intrigue à venir, et ça fait super plaisir. J'ai hâte de voir ce... Encore une fois, ça fait genre je suis hyper sadique, mais j'ai hâte de voir ce petit paradis, ce petit bonheur exploser. Non pas parce que j'en veux aux personnages, au contraire, je les aime d'amour, ils sont trop mignons. Mais justement, c'est hyper intéressant de voir comment ce petit bonheur, ce petit paradis peut éclater. Et ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai super hâte de faire la suite de cette lecture. Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute, les amis. Bonne écoute Zikael, Jumpy, l'écoute aux portes, Star Mayor, Dimal. Je pense avoir cité tout le monde. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Pendant la lecture, je ne m'interromps pas comme d'habitude, jusqu'à la pause que j'effectuerai dans 2 chapitres. Donc je pense qu'on se retrouve d'ici 25 minutes environ dans le chat. A tout à l'heure les amis. Livre 3e, suite. 6. La souris interrogée par les chats. Ursus eut encore une autre alerte, assez terrible. Cette fois, c'était lui qui était en question. Il fut mandé à Bishopsgate devant une commission composée de 3 visages désagréables. Ces 3 visages étaient 3 docteurs, qualifiés préposés. L'un était un docteur en théologie, délégué du doyen de Westminster. L'autre était un docteur en médecine, délégué du collège des 80. L'autre était un docteur en histoire et droit civil, délégué du collège de Gresham. Ces 3 experts, in omni rescibili, avaient la police des paroles prononcées en public dans tout le territoire des 130 paroisses de Londres, des 73 de Middlesex et par extension des 5 de Southwark. Ces juridictions théologales subsistent encore en Angleterre et sévissent utilement. Le 23 décembre 1868, par sentence de la Cour des Arches,
confirmé par arrêt des lords du conseil privé, le révérend McConaughey a été condamné au blâme, plus aux dépens, pour avoir allumé des chandelles sur une table. La liturgie ne plaisante pas. Ursus donc, un beau jour, reçut des docteurs délégués un ordre de comparution, qui, heureusement, lui fut remis en main propre, et qu'il put tenir secret. Il se rendit, sans mot dire, à la sommation, frémissant à la pensée qu'il pouvait être considéré comme donnant prise jusqu'au point d'avoir l'air de pouvoir être soupçonné d'être peut-être, dans une certaine mesure, téméraire. Lui, qui recommandait tant le silence aux autres, il avait là une rude leçon. Garute sanate ipsum. Les 3 docteurs préposés et délégués siégeaient à Bishopsgate, au fond d'une salle de rez-de-chaussée, sur 3 chaises à bras en cuir noir, avec les 3 bustes de Minos, d'Éaque et de Rhadamante au-dessus de leur tête dans la muraille, une table devant eux, et à leurs pieds, une sellette. Ursus, introduit par un estafier paisible et sévère, entra, les aperçut et, sur le champ, dans sa pensée, donna à chacun d'eux le nom d'un juge d'enfer que le personnage avait au-dessus de sa tête. Minos, le premier des 3, le préposé à la théologie, lui fit signe de s'asseoir sur la sellette. Ursus salua correctement, c'est-à-dire jusqu'à terre, et, sachant qu'on enchante les ours avec du miel et les docteurs avec du latin, dit, en restant à demi courbé par respect, « Tres faciunt capitulum » et tête basse, la modestie des armes, il vint s'asseoir sur le tabouret. Chacun des 3 docteurs avait devant lui sur la table un dossier de notes qu'il feuilletait. Minos commença. « Vous parlez en public ?»« Oui, » répondit Ursus. « De quel droit ?»« Je suis philosophe. »« Ce n'est pas là un droit. »« Je suis aussi saltimbanque, » fit Ursus. « C'est différent. » Ursus respira, mais humblement. Minos reprit. « Comme saltimbanque, vous pouvez parler, mais comme philosophe, vous devez vous taire. »« Je tâcherai, » dit Ursus, et il songea en lui-même. « Je puis parler, mais je dois me taire. Complication. » Il était fort effrayé. Le préposé à Dieu continua. « Vous dites des choses malsonnantes. Vous outragez la religion. Vous niez les vérités les plus évidentes. Vous propagez de révoltantes erreurs. Par exemple, vous avez dit que la virginité excluait la maternité. » Ursus leva doucement les yeux. « Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que la maternité excluait la virginité. » Minos fut pensif et grommela. « Au fait, c'est le contraire. » C'était la même chose, mais Ursus avait paré le premier coup. Minos, méditant la réponse d'Ursus, s'enfonça dans la profondeur de son imbécilité, ce qui fit un silence. Le préposé à l'histoire, celui qui pour Ursus était Rhadamante, masqua la déroute de Minos par cette interpellation. « Inculquez, vos hardiesses et vos erreurs sont de toutes sortes. Pardon, inculpez, vos hardiesses et vos erreurs sont de toutes sortes. Vous avez nié que la bataille de Pharsale eût été perdue parce que Brutus et Cassius avaient rencontré un nègre. »« J'ai dit, » murmura Ursus, « que cela tenait aussi à ce que César était un meilleur capitaine. » L'homme de l'histoire passa sans transition à la mythologie. « Vous avez excusé les infamies d'Actéon. »« Je pense, » insinua Ursus, « qu'un homme n'est pas déshonoré pour avoir vu une femme nue. »« Et vous avez tort, » dit le juge sévèrement. Rhadamante rentra dans l'histoire. « À propos des accidents arrivés à la cavalerie de Mithridate, vous avez contesté les vertus des herbes et des plantes. Vous avez nié qu'une herbe comme la Securiduca pût faire tomber les fers des chevaux. »« Pardon, » répondit Ursus. « J'ai dit que cela n'était possible qu'à l'herbe Sphera cavallo. Je ne nie la vertu d'aucune herbe. » Et il ajouta à demi-voix, « ni d'aucune femme. » Par ce hors-d'œuvre ajouté à sa réponse, Ursus se prouvait à lui-même que, si inquiet qu'il fût, il n'était pas désarçonné. Ursus était composé de terreur et de présence d'esprit. « J'insiste, » reprit Rhadamante. « Vous avez déclaré que ce fut une simplicité à Scipion, quand il voulut ouvrir les portes de Carthage, de prendre pour clé l'herbe Éthiopis, parce que l'herbe Éthiopis n'a pas la propriété de rompre les serrures. »« J'ai simplement dit qu'il eût mieux fait de se servir de l'herbe Lunaria. »« C'est une opinion, » murmura Rhadamante, touché à son tour. Et l'homme de l'histoire se tut. L'homme de la théologie, Minos, revenu à lui, questionna de nouveau Ursus. Il avait eu le temps de consulter le cahier de notes. «
Vous avez classé l'or-piment parmi les produits arsenicaux, et vous avez dit qu'on pouvait empoisonner avec de l'or-piment. La Bible le nie. La Bible le nie, soupira Ursus, mais l'arsenic l'affirme. Le personnage en qui Ursus voyait Éaque, qui était le préposé à la médecine, et qui n'avait pas encore parlé, intervint, et les yeux superbement fermés à demi, appuya Ursus de très haut. Il dit « La réponse n'est pas inepte. » Ursus remercia de son sourire le plus avili. Minos fit une moue affreuse. « Je continue, reprit Minos. Répondez. Vous avez dit qu'il était faux que le basilic soit roi des serpents sous le nom de Cocatrix. Très révérend, dit Ursus, j'ai si peu voulu nuire au basilic que j'ai dit qu'il était certain qu'il avait une tête d'homme. Soit, répliqua sévèrement Minos, mais vous avez ajouté que Poerius en avait vu un qui avait une tête de faucon. Pourriez-vous le prouver? Difficilement, dit Ursus. Ici il perdit un peu de terrain. Minos, ressaisissant l'avantage, poussa. Vous avez dit qu'un juif qui se fait chrétien ne sent pas bon. Mais j'ai ajouté qu'un chrétien qui se fait juif sent mauvais. Minos jeta un regard sur le dossier dénonciateur. Vous affirmez et propagez des choses invraisemblables. Vous avez dit qu'Élien avait vu un éléphant écrire des sentences. Non pas, très révérend. J'ai simplement dit qu'Oppien avait entendu un hippopotame discuter un problème philosophique. Vous avez déclaré qu'il n'est pas vrai qu'un plat de bois de hêtre se couvre de lui-même de tous les mets qu'on peut désirer. J'ai dit que, pour qu'il eût cette vertu, il faut qu'il vous ait été donné par le diable. Donné à moi? Non, à moi, révérend. Non, à personne, à tout le monde. Et à part, Ursus songea. Je ne sais plus ce que je dis, mais son trouble extérieur, bien qu'extrême, n'était pas trop visible. Ursus luttait. Tout ceci, repartit Minos, implique une certaine foi au diable. Ursus tint bon. Très révérend, je ne suis pas impie au diable. La foi au diable est l'envers de la foi en Dieu. L'une prouve l'autre. Qui ne croit pas un peu au diable ne croit pas beaucoup en Dieu. Qui croit au soleil doit croire à l'ombre. Le diable est la nuit de Dieu. Qu'est-ce que la nuit? La preuve du jour. Ursus improvisait ici une insondable combinaison de philosophie et de religion. Minos redevint pensif et refit un plongeon dans le silence. Ursus respira de nouveau. Une brusque attaque eut lieu. Éaque, le délégué de la médecine, qui venait de protéger dédaigneusement Ursus contre le préposé à la théologie, se fit subitement d'auxiliaire assaillant. Il posa son poing fermé sur son dossier qui était épais et chargé. Ursus reçut de lui en plein torse cette apostrophe. Il est prouvé que le cristal est de la glace sublimée, et que le diamant est du cristal sublimé. Il est avéré que la glace devient cristal en 1000 ans, et que le cristal devient diamant en 1000 siècles. Vous l'avez nié. Point, répliqua Ursus avec mélancolie. J'ai seulement dit qu'en 1000 ans la glace avait le temps de fondre, et que 1000 siècles c'était malaisé à compter. L'interrogatoire continua, les demandes et les réponses faisant comme un cliquetis d'épée. Vous avez nié que les plantes puissent parler. Nullement. Mais il faut pour cela qu'elles soient sous un gibet. Avouez-vous que la mandragore crie? Non, mais elle chante. Vous avez nié que le 4e doigt de la main gauche eût une vertu cordiale. J'ai seulement dit qu'éternuer à gauche était un signe malheureux. Vous avez témérairement et injurieusement parlé du phénix. Docte juge, j'ai simplement dit que lorsqu'il a écrit que le cerveau du phénix était un morceau délicat, mais qui causait des maux de tête, Plutarque s'était fort avancé, attendu que le phénix n'a jamais existé. Parole détestable. Le cynamalque qui fait son nid avec des bâtons de cannelle, le rhintas que Parisatis employait à ses empoisonnements, le manucodiate qui est l'oiseau de paradis, et la sémanda dont le bec a 3 tuyaux, ont passé à tort pour le phénix. Mais le phénix a existé. Je ne m'y oppose pas. Vous êtes une bourrique. Je ne demande pas mieux. Vous avez confessé que le sureau guérissait l'esquinancie, mais vous avez ajouté que ce n'était pas parce qu'il avait dans sa racine une excroissance fée. J'ai dit que c'était parce que Judas s'était pendu à un sureau. Opinion plausible, grommela le théologien Minos, satisfait de rendre son coup d'épingle au médecin Éaque. L'arrogance froissée, et tout de suite colère. Éaque s'acharna. Homme nomade, vous errez par l'esprit autant que par les pieds. Vous avez des tendances suspectes et surprenantes. Vous côtoyez la sorcellerie. Vous êtes en relation avec des animaux inconnus. Vous parlez aux populaces d'objets qui n'existent que pour vous seuls et qui sont d'une nature ignorée, tels que l'Homorous. L'Homorous?
est une vipère qu'a vue Trémélius. Cette riposte produisit un certain désarroi dans la science irritée du docteur Éaque. Ursus ajouta: L'Homoruus est tout aussi réel que l'hyène odoriférante et que la civette décrite par Castellus. Éaque s'en tira par une charge à fond. Voici des paroles textuelles de vous, et très diaboliques. Écoutez. L'œil sur le dossier, Éaque lut. 2 plantes, la talaxigle et l'aglaphotis, sont lumineuses le soir, fleurs le jour, étoiles la nuit. Et regardant fixement Ursus, qu'avez-vous à dire? Ursus répondit: Toute plante est lampe, le parfum est de la lumière. Éaque feuilleta d'autres pages. Vous avez nié que les vésicules de l'outre fussent équivalentes au castoreum. Je me suis borné à dire qu'il fallait peut-être se défier d'Aetius sur ce point. Éaque devint farouche. Vous exercez la médecine? Je m'exerce à la médecine, soupira timidement Ursus. Sur les vivants? Plutôt que sur les morts, fit Ursus. Ursus ripostait avec solidité, mais avec platitude, mélange admirable où la suavité dominait. Il parlait avec tant de douceur que le docteur Éaque sentit le besoin de l'insulter. Que nous roucoulez-vous là? dit-il rudement. Ursus fut ébahi et se borna à répondre. Le roucoulement est pour les jeunes et le gémissement pour les vieux. Hélas, je gémis. Éaque répliqua. Soyez avertis de ceci. Si un malade est soigné par vous, et s'il meurt, vous serez puni de mort. Ursus hasarda une question. Et s'il guérit? En ce cas-là, répondit le docteur, adoucissant sa voix, vous serez puni de mort. C'est peu varié, dit Ursus. Le docteur reprit. S'il y a mort, on punit l'ânerie. S'il y a guérison, on punit l'outrecuidance. La potence dans les 2 cas. J'ignorais ce détail, murmura Ursus. Je vous remercie de me renseigner. On ne connaît pas toutes les beautés de la législation. Prenez garde à vous. Religieusement, dit Ursus. Nous savons ce que vous faites. Moi, pensa Ursus, je ne le sais pas toujours. Nous pouvons vous envoyer en prison. Je l'entrevois, messeigneurs. Vous ne pouvez nier vos contraventions et vos empiètements. Ma philosophie demande pardon. On vous attribue des audaces. On a énormément tort. On dit que vous guérissez les malades. Je suis victime des calomnies. La triple paire de sourcils horrifiques braqués sur Ursus se fronça. Les 3 savantes faces se rapprochèrent et chuchotèrent. Ursus eut la vision d'un vague bonnet d'âne s'esquissant au-dessus de ces 3 têtes autorisées. Le bougonnement intime et compétent de cette trinité dura quelques minutes, pendant lesquelles Ursus sentit toutes les glaces et toutes les braises de l'angoisse. Enfin Minos, qui était le pro-SS, se tourna vers lui et lui dit d'un air furieux: « Allez-vous-en !» Ursus eut un peu la sensation de Jonas sortant du ventre de la baleine. Minot continua. « On vous relaxe !» Ursus se dit. « Si l'on m'y reprend, bonsoir la médecine !» Et il ajouta dans son fort intérieur. « Désormais je laisserai soigneusement crever les gens. » Ployé en 2, il salua tout, les docteurs, les bustes, la table et les murs, et se dirigea vers la porte à reculons, disparaissant presque comme de l'ombre qui se dissipe. Il sortit de la salle lentement, comme un innocent, et de la rue rapidement, comme un coupable. Les gens de justice sont d'une approche si singulière et si obscure que, même absous, on s'évade. Tout en s'enfuyant, il grommellait. « Je l'ai échappé belle. Je suis le savant sauvage, eux sont les savants domestiques. Les docteurs tracassent les doctes. La fausse science est l'excrément de la vraie, et on l'emploie à la perte des philosophes. Les philosophes, en produisant les sophistes, produisent leur propre malheur. De la fiente de la grive naît le gui, avec lequel on fait la glu, avec laquelle on prend la grive. Turdus sibi malum cacat. » Nous ne donnons pas Ursus pour indélicat. Il avait l'effronterie de se servir des mots qui rendaient sa pensée. Il n'avait pas plus de goût que Voltaire. Ursus rentra à la Green Box, raconta à maître Nicless qu'il s'était attardé à suivre une jolie femme, et ne souffla mot de son aventure. Seulement le soir, il dit tout bas à Homo. « Sache ceci, j'ai vaincu les 3 têtes de Cerbère. » 7. Quelle raison peut avoir un quadruple pour venir s'encanailler parmi les gros sous? Une diversion survint. Lynn Tadcaster était de plus en plus une fournaise de joie et de rire. Pas de plus gai tumulte. L'hôtelier et son boy ne suffisaient pas à verser l'âle, le stout et le porteur.
Le soir, la salle basse, toutes vitres éclairées, n'avait pas une table vide. On chantait, on criait. Le grand vieillâtre en cul de four, grillé de fer et gorgé de houille, flambait. C'était comme une maison de feu et de bruit. Dans la cour, c'est-à-dire dans le théâtre, plus de foule encore. Tout le public de faubourg que pouvait donner Southwark abondait à tel point en représentation de chaos vaincu que, sitôt le rideau levé, c'est-à-dire sitôt le panneau de la Green Box abaissé, il était impossible de trouver une place. Les fenêtres regorgeaient de spectateurs, le balcon était envahi. On ne voyait plus un seul des pavés de la cour, tous remplacés par des visages. Seulement, le compartiment pour la noblesse restait toujours vide. Cela faisait à cet endroit, qui était le centre du balcon, un trou noir, ce qu'on appelle en métaphore d'argot un four. Personne. Foule partout, excepté là. Un soir, il y eut quelqu'un. C'était un samedi, jour où les Anglais se dépêchent de s'amuser, ayant à s'ennuyer le dimanche. La salle était comble. Nous disons salle. Shakespeare aussi n'a eu longtemps pour théâtre qu'une cour d'hôtellerie, et il l'appelait salle. Hall. Au moment où la Trivoline s'écarta sur le prologue de Chaos vaincu, Ursus, Homo et Gwynplaine, étant en scène, Ursus jeta comme d'habitude un coup d'œil sur l'assistance, et eut une commotion. Le compartiment pour la noblesse était occupé. Une femme était assise, seule, au milieu de la loge, sur le fauteuil de velours d'Utrecht. Elle était seule, et elle emplissait la loge. De certains êtres ont de la clarté. Cette femme, comme Dea, avait sa lueur à elle, mais autre. Dea était pâle, cette femme était vermeille. Dea était l'aube, cette femme était l'aurore. Dea était belle, cette femme était superbe. Dea était l'innocence, la candeur, la blancheur, l'albâtre. Cette femme était la pourpre, et l'on sentait qu'elle ne craignait pas la rougeur. Son irradiation débordait la loge, et elle siégeait au centre, immobile, dans on ne sait quelle plénitude d'idoles. Au milieu de cette foule sordide, elle avait le rayonnement supérieur de l'escarboucle. Elle inondait ce peuple de tant de lumière qu'elle le noyait d'ombre, et toutes ses faces obscures subissaient son éclipse. Sa splendeur était l'effacement de tout. Tous les yeux la regardaient. Tom Jim Jack était mêlé à la cohue. Il disparaissait comme les autres dans le nimbe de cette personne éclatante. Cette femme absorba d'abord l'attention du public, fit concurrence au spectacle, et nuisit un peu aux premiers effets de Chaos vaincu. Quel que fût son air de rêve, pour ceux qui étaient près d'elle, elle était réelle. C'était bien une femme, c'était peut-être même trop une femme. Elle était grande et forte, et se montrait magnifiquement le plus nue qu'elle pouvait. Elle portait de volumineux pendants d'oreilles en perles, où étaient mêlés ces bijoux bizarres, dits clés d'Angleterre. Sa robe de dessus était de mousseline de Siam, brodée en or passé, grand luxe, car telle de ces robes de mousseline valait alors 600 écus. Une large agrafe de diamants fermait sa chemise, qu'on voyait à fleur de gorge, mode lascive du temps, et qui était de cette toile de frise dont Anne d'Autriche avait des draps si fins qu'ils passaient à travers une bague. Cette femme avait comme une cuirasse de rubis, quelques-uns cabochons et des pierreries cousues partout à son corps de jupe. De plus, les deux sourcils noircis à l'encre de Chine, et les bras, les coudes, les épaules, le menton, le dessous des narines, le dessus des paupières, le lambeau des oreilles, la paume des mains, le bout des doigts, touchés avec le fard, et ayant on ne sait quelle pointe rouge et provocante. Et sur tout cela, une implacable volonté d'être belle. Elle l'était au point d'être farouche. C'était la panthère, pouvant être chatte et caressée. Un de ses yeux était bleu, l'autre était noir. Gwynplaine, comme Ursus, considérait cette femme. La Green Box était un peu un spectacle fantasmagorique. Chaos vaincu était plutôt un songe qu'une pièce. Ils étaient habitués à faire sur le public un effet de vision. Cette fois, l'effet de vision revenait sur eux. La salle renvoyait au théâtre la surprise, et c'était leur tour d'être effarés. Ils avaient le ricochet de la fascination. Cette femme les regardait, et ils la regardaient. Pour eux, à la distance où ils étaient, et dans la brume lumineuse que fait la pénombre théâtrale, les détails s'effaçaient, et c'était comme une hallucination. C'était une femme sans doute, mais n'était-ce pas aussi une chimère? Cette entrée d'une lumière dans leur obscurité les stupéfiait. C'était comme l'arrivée d'une planète inconnue. Cela venait du monde des heureux. Les radiations amplifiaient cette figure. Cette femme avait sur elle des scintillations nocturnes comme une voie lactée. Ses pierreries semblaient des étoiles. Cette agrafe de diamants était peut-être une Pléiade. Le modelé splendide de son sein semblait surnaturel. On sentait,
en voyant cette créature astrale, l'approche momentanée et glaciale des régions de félicité. C'étaient des profondeurs d'un paradis que se penchait sur la chétive Greenbox et sur son misérable public cette face de sérénité inexorable. Curiosité suprême qui se satisfaisait et qui en même temps donnait pâture à la curiosité populaire. En haut permettait à en bas de le regarder. Ursus, Gwynplaine, Vinos, Phoebe, la foule, tous avaient la secousse de cet éblouissement, excepté Dea, ignorante dans sa nuit. Il y avait dans cette présence de l'apparition, mais aucune des idées qu'éveille ordinairement ce mot n'était réalisée par cette figure. Elle n'avait rien de diaphane, rien d'indécis, rien de flottant, aucune vapeur. C'était une apparition, rose et fraîche, bien portante. Et pourtant, dans les conditions d'optique où étaient placés Ursus et Gwynplaine, c'était visionnaire. Les fantômes gras, qu'on nomme les vampires, existent. Telle belle reine qui, elle aussi, est pour la foule une vision, et qui mange 30 millions par an au peuple des pauvres à cette santé-là. Derrière cette femme, dans la pénombre, on apercevait son mousse, El Mozzo, un petit homme enfantin, blanc et joli, à l'air sérieux. Un groom très jeune et très grave était la mode de ce temps-là. Ce mouse était vêtu, chaussé et coiffé de velours couleur feu, et avait sur sa calotte galonnée d'or un bouquet de plumes de tisserand, ce qui est le signe d'une haute domesticité, et indique qu'on est le valet d'une très grande dame. Le laquais fait partie du seigneur, et il était impossible de ne pas remarquer dans l'ombre de cette femme ce page porte-queue. La mémoire prend des notes souvent à notre insu, et, sans que Gwynplaine s'en doutât, les joues rondes, la mine sérieuse, la calotte galonnée et le bouquet de plumes du mouse de la dame laissèrent une trace quelconque dans son esprit. Ce groom, du reste, ne faisait rien pour se faire regarder. Attirer l'attention, c'est manquer de respect. Il se tenait debout et passif au fond de la loge, et reculait aussi loin que le permettait la porte fermée. Quoique son muchacho porte-queue fût là, cette femme n'en était pas moins seule dans le compartiment, attendu qu'un valet ne compte pas. Si puissante que fût la diversion produite par cette personne qui faisait l'effet d'un personnage, le dénouement de chaos vaincu fut plus puissant encore. L'impression fut, comme toujours, irrésistible. Peut-être même y eut-il dans la salle, à cause de la radieuse spectatrice, car quelquefois le spectateur s'ajoute au spectacle, un surcroît d'électricité. La contagion du rire de Gwynplaine fut plus triomphante que jamais. Toute l'assistance se pâma dans une indescriptible épilepsie d'hilarité, où l'on distinguait le rictus sonore et magistral de Tom Jim Jack. Seule, la femme inconnue qui regardait ce spectacle dans une immobilité de statue et avec des yeux de fantôme, ne rit pas. Spectre, mais solaire. La représentation finie, le panneau relevé, l'intimité refaite dans la Greenbox, Ursus ouvrit et vida sur la table du souper le sac de la recette. C'était une cohue de gros sous parmi laquelle ruissela subitement une once d'or d'Espagne. « Elle !» s'écria Ursus. Cette once d'or au milieu de ces sous verts de grisé, c'était en effet cette femme au milieu de ce peuple. « Elle a payé sa place un quadruple !» reprit Ursus enthousiasmé. En ce moment, l'hôtelier entra dans la Greenbox, passa son bras par la fenêtre de l'arrière, ouvrit dans le mur auquel la Greenbox s'adossait un vasistas dont nous avons parlé, qui permettait de voir dans la place, et qui était à la hauteur de cette fenêtre, puis fit silencieusement signe à Ursus de regarder dehors. Un carrosse empanaché de laquais à plumes portant des torches et magnifiquement attelé s'éloignait au grand trot. Ursus prit respectueusement le quadruple entre son pouce et son index, le montra à maître Nicless et dit « C'est une déesse !» Puis ses yeux tombèrent sur le carrosse prêt à tourner le coin de la place, et sur l'impériale duquel les torches des valets éclairaient une couronne d'or à 8 fleurons. Et il s'écria « C'est plus! C'est une duchesse !» Le carrosse disparut, le bruit du roulement s'éteignit. Ursus demeura quelques instants extatique, faisant entre ses deux doigts devenus ostensoirs l'élévation du quadruple comme on ferait l'élévation de l'hostie. Puis il le posa sur la table, et tout en le contemplant se mit à parler de la madame. L'hôtelier lui donnait la réplique. C'était une duchesse, oui, on savait le titre, mais le nom, on l'ignorait. Maître Nicless avait vu de près le carrosse, tout armorié, et les laquais tout galonnés. Le cocher avait une perruque à croire voir à un lord chancelier. Le carrosse était de cette forme rare nommée en Espagne coche tumbone, variété splendide qui a un couvercle de tombe, ce qui est un support magnifique pour une couronne. Le mouse était un échantillon d'homme si mignon
qu'il pouvait se tenir assis sur l'étrier du carrosse en dehors de la portière. On emploie ces jolis êtres-là à porter les queues des dames, ils portent aussi leurs messages. Et avait-on remarqué le bouquet de plumes de tisserand de ce mouse? Voilà qui est grand. On paie l'amende si l'on porte ces plumes-là sans droit. Maître Nicless avait aussi regardé la dame de près. Une espèce de reine. Tant de richesse donne de la beauté. La peau est plus blanche, l'œil est plus fier, la démarche est plus noble, la grâce est plus insolente. Rien n'égale l'élégance impertinente de ses mains qui ne travaillent pas. Maître Nicless racontait cette magnificence de la chair blanche avec des veines bleues, ce cou, ses épaules, ses bras, ce phare partout, ces pendeloques de perles, cette coiffure poudrée d'or, ces profusions de pierreries, ces rubis, ces diamants. Moins brillants que les yeux, murmura Ursus. Gwynplaine se taisait. Dea écoutait. Et savez-vous, dit le tavernier, le plus étonnant? Quoi? Demanda Ursus. C'est que je l'ai vue monter en carrosse. Après? Elle n'y est pas montée seule. Bah! Quelqu'un est monté avec elle. Qui? Devinez. Le roi? Dit Ursus. D'abord, fit maître Nicless, il n'y a pas de roi pour le moment. Nous ne sommes pas sous un roi. Devinez qui est monté dans le carrosse de cette duchesse. Jupiter, dit Ursus. L'hôtelier répondit. Tom Jim Jack. Gwynplaine, qui n'avait pas articulé un mot, rompit le silence. Tom Jim Jack? S'écria-t-il. Il y eut une pause d'étonnement pendant laquelle on put entendre Dea dire à voix basse. Est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher cette femme-là de venir? Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une pause, les amis. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Alors, le Jérôme légendaire qui nous a rejoint. Bonsoir le Jérôme, rebonsoir, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Et a priori, petit coucou subrepticement. Non, ma phrase va nulle part. Un petit coucou de manière subreptice, ça se dit? Je sais même pas. Bref, de la part de Petit Poulpe Dissident. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Des bisous, Petit Poulpe, et à bientôt, j'espère. Parce que voilà, Petit Poulpe, elle n'aime pas Victor Hugo, du coup, elle vient pas sur les lives. Je peux comprendre. Mais en tout cas, merci d'être passé faire coucou, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur Facebook lorsque j'ai mis le programme de cette semaine. Quelqu'un qui me disait alors je sais plus comment son message était, hein, il n'y avait aucune méchanceté dans son message, hein, il n'y avait pas de souci, mais voilà, on sentait une envie de passer à autre chose, entre guillemets. En tout cas, elle me disait quelque chose du style ah, c'est encore l'homme qui rit, j'aurais bien commencé une nouvelle lecture avec vous en live, etc. Je sais plus comment a été tourné le message exactement, mais en tout cas il n'y avait rien de méchant, ça j'ai retenu. Mais voilà, pour dire que oui, l'homme qui rit, c'est une longue lecture, j'en conviens chers amis, et je sais que peut-être ça plaît pas à tout le monde, et que bah, du coup peut-être certains sont dans l'attente d'une nouvelle lecture pour remplacer celle-ci. Je vais aller au bout de l'œuvre, hein, malgré tout, vous le comprenez bien, et je dois vous avouer que ça va nous prendre encore quelques semaines. C'est une très grosse lecture, c'est un énorme pavé, et c'est certainement l'œuvre qui me prendra le plus de live ever. Je pense que jusqu'à présent, l'œuvre la plus longue, ça doit jouer entre Dracula, Frankenstein et Crime et Châtiment, grosso modo. On doit être à un truc genre 12 ou 13 épisodes. Là on arrive au 10e, et vous voyez qu'on est à un peu plus de la moitié. Je pense qu'en 15 à 18 épisodes, on devrait finir la lecture de l'homme qui rit. Il faut dire aussi que les dernières fois, j'ai fait des parties un petit peu plus courtes. Même le live de ce soir risque d'être assez court en soi. Parce que je trouvais pas de meilleure découpe en fait. Et en fait c'est pas plus mal parce que ça a été l'occasion aussi de reposer un petit peu ma voix. Mais dans les lives à venir, si je me rends compte par exemple que le livre 4ème est lisable en un live un petit peu plus costaud, bah, je le ferai. Donc si il faut que je fasse un live de 2h30, voire un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, parce que après ça va trop me fatiguer vraiment la voix. Mais voilà, si je vois qu'il faut faire des lives de 2h30 ou un chouïa plus pour faire la lecture complète d'un livre dans son intégralité en une seule fois, à ce moment-là, je le ferai.
Donc voilà, on risque d'accélérer un peu le rythme et ça risque d'être encore long. On a dépassé la moitié, ça c'est clair et net. Mais ça risque de durer encore quelques semaines, je dirais. Je dirais que ça peut prendre encore un mois, quoi, grosso modo. Encore un mois de lecture environ. Voilou. Sinon, j'ai vraiment kiffé les 2 chapitres qu'on vient de lire ce soir. Le chapitre avec la sorte de procès entre guillemets contre Ursus m'a fait beaucoup rire. Ursus qui nous montre encore une fois justement, c'était dit dans le texte, sa présence d'esprit, qui nous montre à quel point il peut se dépatouiller de toute situation parce que bien qu'il semble un petit peu loufoque, eh bien se cache sous cette folie quand même une certaine ingéniosité, une certaine ouais, un certain génie en fait même carrément. C'est-à-dire qu'il a une grosse culture, il connaît beaucoup de choses et il sait manier la langue. Donc c'était vachement marrant. En fait, ce chapitre était presque plus à vocation d'être drôle, je trouve. C'était un chapitre vraiment rigolo. Et ça installe, encore une fois, ça instaure petit à petit le fait que les activités du saltimbanque Ursus et de sa troupe commencent à intéresser, mais à intéresser dans les 2 sens. C'est-à-dire que ça peut aussi déranger. Déjà, son loup, ça outrepasse la loi pour certains. Maintenant, le fait qu'il administre des médicaments et soigne les gens, ça semble poser problème. Le fait que potentiellement il blasphème, etc. etc. Donc voilà, il commence à se confronter, on va dire, aux limites d'avoir déménagé à Londres et de rencontrer un succès. Il commence à s'attirer quelques ennuis. Et dans le chapitre suivant, on a eu un petit peu le pendant positif de cela, en tout cas pour le moment positif. Peut-être que justement ça va tourner au vinaigre, mais avec justement l'arrivée d'un nouveau public à leur spectacle, d'un nouveau public pour leur pièce de théâtre Chaos vaincu, et cette espèce de femme magnifique, magnétique j'ai envie de dire, qui semble avoir totalement hypnotisé et nos personnages chéris et la foule. Donc ça va être intéressant de voir encore une fois comment Tom Jim Jack, comment cette nouvelle femme vont interagir avec les personnages déjà en place et comment ça va peut-être chambouler un peu le tout. D'ailleurs j'aime beaucoup la toute petite intervention de DA, juste une phrase pour clôturer le chapitre, mais la phrase qui veut tout dire quoi. Juste est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher cette femme-là de venir? Comme on se demande si c'est pas un peu juste de la jalousie quoi, si c'est pas juste en fait c'est ça qui est marrant, c'est qu'on se demande si c'est pas juste de la jalousie en mode Gwynplaine a été hyper interloqué par Tom Jim Jack, tout le monde est en train de parler de la femme et du coup elle est peut-être en mode non mais c'est mon Gwynplaine, c'est bon. Surtout que bon là c'est de la narration mais la comparaison entre DA et cette femme est déjà instillée dans l'esprit du lecteur vu que Victor Hugo l'a faite. Donc ouais, c'est hyper intéressant peut-être ce rapport de jalousie qui va s'installer. Ou tout simplement peut-être que... Parce que c'est bizarre, j'ai du mal à voir... En fait DA, je la vois tellement comme une figure pure, immaculée, que j'ai du mal à la voir jalouse même. Alors peut-être que c'est le cas, je me rappelle plus, comme je disais. J'ai déjà lu cette œuvre il y a de cela plusieurs années, mais je me rappelle pas de tout dans le détail forcément. Mais moi j'ai du mal à voir DA jalouse. Donc si ça se trouve c'est peut-être juste que DA a une sorte de 6ème sens comme ça. Et qu'elle comprend que là il y a des complications et qu'il y a des choses... Peut-être que ouais, peut-être que juste avec cette monnaie, cet argent qui a été déposé et toutes les réactions de tout le monde, elle se rend compte en effet qu'il y a déjà des ennuis qui arrivent. En effet, les couteaux portes, on est tout à fait d'accord. Elle a peut-être déjà dans le nez que leur petit paradis commence à être menacé par de nouveaux dangers, de nouveaux périls. Je vais reprendre la lecture assez rapidement, je pense. Parce qu'encore une fois, le live d'aujourd'hui va pas être très long. Bon, plus long que la dernière fois. La dernière fois, j'ai fait tenir ça en 1 heure. Là, on est déjà bientôt à 1 heure de live. Il me reste encore 2 chapitres qui ne sont pas très longs du tout. Ouais, pas très longs du tout même.
446, donc ça fait 17 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, j'ai 16 pages à vous lire, grosso modo. Grosso modo, donc ça devrait aller relativement vite. Je pense vous revenir d'ici 20 minutes dans le chat, un truc comme ça à peu près. Allez, je me mets dedans. Il commence à y avoir beaucoup de personnages, et j'ai peur de pas avoir la mémoire suffisante pour me rappeler de toutes les voix que j'aurais fait à tous les personnages. J'essaie de toute manière, même si je me rappelle pas, parce que voilà, c'est des problématiques qui se sont déjà présentées dans mes lives précédents, même si j'arrive pas à refaire systématiquement la même voix, la même intonation, tout ça pour chaque personnage, j'essaie quand même de faire au minimum qu'elle soit suffisamment variée pour que au moins vous compreniez que deux phrases n'appartiennent pas au même personnage. Au moins que vous compreniez que c'est un dialogue et que c'est pas un personnage qui dit toutes les phrases, quoi. C'est le minimum, c'est le minimum. Bref, allez, on est chaud, on se met dans le mood. Je pendicule devant vous. Voilà, j'ai bien pendiculé. Je vais me lancer dans la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, le Jérôme légendaire, Jumpy, petit poulpe décidant, l'écoute aux portes. Zikael, Starmayor, mais vous êtes tellement en fait. Dimal, vous êtes tellement en fait ce soir à être déjà passé, ça fait trop plaisir. Franchement, en ce moment, vous êtes beaucoup à passer et ça me touche beaucoup, même quand c'est juste pour dire un petit coucou, ça fait vraiment plaisir. Bonne écoute également à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Coucou les gens sur YouTube. On est reparti pour 2 chapitres supplémentaires qui clôtureront le livre 3e. Et je vous rejoins dans une vingtaine de minutes pour l'outro. A tout à l'heure. 8. Symptômes d'empoisonnement. L'apparition ne revint pas. Elle ne revint pas dans la salle, mais elle revint dans l'esprit de Gwynplaine. Gwynplaine fut, dans une certaine mesure, troublé. Il lui sembla que, pour la première fois de sa vie, il venait de voir une femme. Il fit tout de suite cette demi-chute de songer étrangement. Il faut prendre garde à la rêverie qui s'impose. La rêverie a le mystère et la subtilité d'une odeur. Elle est à la pensée ce que le parfum est à la tubéreuse. Elle est parfois la dilatation d'une idée vénéneuse et elle a la pénétration d'une fumée. On peut s'empoisonner avec des rêveries comme avec des fleurs, suicide enivrant, exquis et sinistre. Le suicide de l'âme, c'est de penser mal. C'est là l'empoisonnement. La rêverie attire, enjôle, leurre, enlace, puis fait de vous son complice. Elle vous met de moitié dans les tricheries qu'elle fait à la conscience. Elle vous charme, puis vous corrompt. On peut dire de la rêverie ce qu'on dit du jeu. On commence par être dupe, on finit par être fripon. Gwynplaine songea. Il n'avait jamais vu la femme. Il en avait vu l'ombre dans toutes les femmes du peuple, et il en avait vu l'âme dans Dea. Il venait d'en voir la réalité. Une peau tiède et vivante, sous laquelle on sentait couler un sang passionné, des contours ayant la précision du marbre et l'ondulation de la vague, un visage hautain et impassible, mêlant le refus à l'attrait, et se résumant en un resplendissement, des cheveux colorés comme d'un reflet d'incendie, une galanterie de parure ayant et donnant le frisson des voluptés, la nudité ébauchée trahissant le souhait dédaigneux d'être possédé à distance par la foule, une coquetterie inexpugnable, l'impénétrable ayant du charme, la tentation assaisonnée de perdition entrevue, une promesse au sens et une menace à l'esprit, double anxiété, l'une qui est le désir, l'autre qui est la crainte. Il venait de voir cela, il venait de voir une femme, il venait de voir plus et moins qu'une femme, une femelle, et en même temps une olympienne, une femelle de Dieu. Ce mystère, le sexe, venait de lui apparaître. Et où? Dans l'inaccessible, à une distance infinie. Destinée ironique, l'âme, cette chose céleste, il la tenait, il l'avait dans sa main, c'était Dea. Le sexe, cette chose terrestre, il l'apercevait au plus profond du ciel. C'était cette femme, une duchesse. Plus qu'une déesse, avait dit Ursus. Quel escarpement! Le rêve lui-même reculerait devant une telle escalade. Allait-il faire la folie de songer à cet inconnu? Il se débattait. Il se rappelait tout ce qu'Ursus lui avait dit de ses hautes existences quasi royales. Les divagations du philosophe, qui lui avaient semblé inutiles, devenaient pour lui des jalons de méditation.
Nous n'avons souvent dans la mémoire qu'une couche d'oubli très mince, laquelle, dans l'occasion, laisse tout à coup voir ce qui est dessous. Il se représentait ce monde auguste, la seigneurie, dont était cette femme, inexorablement superposée au monde infime, le peuple, dont il était. Et même était-il du peuple? N'était-il pas, lui, bateleur, au-dessous de ce qui est au-dessous? Pour la première fois, depuis qu'il avait l'âge de réflexion, il eut vaguement le cœur serré de sa bassesse, que nous appellerons aujourd'hui abaissement. Les peintures et les énumérations d'Ursus, ces inventaires lyriques, ces dithyrambes de châteaux, de parcs, de jets d'eau et de colonnades, ces étalages de la richesse et de la puissance, revivaient dans la pensée de Gwynplaine avec le relief d'une réalité mêlée aux nuées. Il avait l'obsession de ce zénith. Qu'un homme pût être un lord, cela lui semblait chimérique. Cela était pourtant. Chose incroyable, il y avait des lords, mais étaient-ils de chair et d'os comme nous? C'était douteux. Il se sentait, lui, au fond de l'ombre, avec de la muraille tout autour lui, et il apercevait dans un lointain suprême, au-dessus de sa tête, comme par l'ouverture d'un puits au fond duquel il serait, cet éblouissant pêle-mêle d'azur, de figures et de rayons qui est l'Olympe. Au milieu de cette gloire resplendissait la duchesse. Il sentait de cette femme on ne sait quel besoin bizarre compliqué d'impossible. Et ce contresens poignant se retournait sans cesse malgré lui dans son esprit. Voir auprès de lui, à sa portée, dans la réalité étroite et tangible, l'âme, et dans l'insaisissable, au fond de l'idéal, la chair. Aucune de ses pensées ne lui arrivait à l'état de précision. C'était du brouillard qu'il avait en lui. Cela changeait chaque instant de contour et flottait. Mais c'était un profond obscurcissement. Du reste, l'idée qu'il y eût là quoi que ce soit d'abordable n'effleura pas un instant son esprit. Il n'ébaucha pas même en songe aucune ascension vers la duchesse. Heureusement. Le tremblement de ces échelles-là, une fois qu'on a mis le pied dessus, peut vous rester à jamais dans le cerveau. On croit monter à l'Olympe, et l'on arrive à Bedlam. Une convoitise distincte qui eût pris forme en lui l'eût terrifié. Il n'éprouva rien de pareil. D'ailleurs, reverrait-il jamais cette femme? Probablement non. S'éprendre d'une lueur qui passe à l'horizon, la démence ne va point jusque-là. Faire les yeux doux à une étoile, à la rigueur, cela se comprend. On la revoit, elle reparaît, elle est fixe. Mais est-ce qu'on peut être amoureux d'un éclair? Il avait un va-et-vient de rêve. L'idole au fond de la loge, majestueuse et galante, s'estompait lumineusement dans la diffusion de ses idées, puis s'effaçait. Il y pensait, n'y pensait pas, s'occupait d'autre chose, y retournait. Il subissait un bercement, rien de plus. Cela l'empêcha de dormir plusieurs nuits. L'insomnie est aussi pleine de songes que le sommeil. Il est presque impossible d'exprimer dans leurs limites exactes les évolutions abstruses qui se font dans le cerveau. L'inconvénient des mots, c'est d'avoir plus de contours que les idées. Toutes les idées se mêlent par les bords, les mots, non. Un certain côté diffus de l'âme leur échappe toujours. L'expression a des frontières, la pensée n'en a pas. Notre sombre immensité intérieure est telle que ce qui se passait en Gwynplaine touchait à peine dans sa pensée à Dea. Dea était au centre de son esprit, sacrée. Rien ne pouvait approcher d'elle. Et pourtant, ces contradictions sont toute l'âme humaine. Il y avait en lui un conflit. En avait-il conscience? Tout au plus. Il sentait dans son fort intérieur, à l'endroit des fêlures possibles, nous avons tous cet endroit-là, un choc de velléité. Pour Ursus, c'eût été clair. Pour Gwynplaine, c'était indistinct. Deux instincts, l'un l'idéal, l'autre le sexe, combattaient en lui. Il y a de ces luttes entre l'ange blanc et l'ange noir sur le pont de l'abîme. Enfin, l'ange noir fut précipité. Un jour, tout à coup, Gwynplaine ne pensa plus à la femme inconnue. Le combat entre les deux principes, le duel entre son côté terrestre et son côté céleste, s'était passé au plus obscur de lui-même, et à de telles profondeurs qu'il ne s'en était que très confusément aperçu. Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas cessé une minute d'adorer Dea. Il y avait eu en lui, et très avant, un désordre. Son sang avait eu une fièvre, mais c'était fini. Dea seule demeurait. On eût même bien étonné Gwynplaine si on lui eût dit que Dea avait pu être un moment en danger. En une semaine ou deux, le fantôme qui avait semblé menacer ses âmes s'effaça. Il n'y eut plus dans Gwynplaine que le cœur, foyer, et l'amour, flamme. Du reste, nous l'avons dit, la duchesse n'était pas revenue. Ce cursus trouva tout simple. La dame au quadruple est un phénomène. Cela entre, paie et s'évanouit. Ce serait trop beau si cela revenait. Quant à Dea, elle ne fit même pas allusion à cette femme qui avait passé.
Elle écoutait probablement et était suffisamment renseignée par des soupirs d'Ursus, et, çà et là, pour quelques exclamations significatives comme « on n'a pas des onces d'or tous les jours », elle ne parla plus de la femme. C'est là un instinct profond. L'âme prend de ces précautions obscures, dans le secret desquelles elle n'est pas toujours elle-même. Se taire sur quelqu'un, il semble que c'est l'éloigner. En s'informant, on craint d'appeler. On met du silence de son côté comme on fermerait une porte. L'incident s'oublia. Était-ce même quelque chose? Cela avait-il existé? Pouvait-on dire qu'une ombre eût flotté entre Gwynplaine et Dea? Dea ne le savait pas, et Gwynplaine ne le savait plus. Non, il n'y avait rien eu. La duchesse elle-même s'estompa dans la perspective lointaine comme une illusion. Ce ne fut rien qu'une minute de songe traversée par Gwynplaine, et dont il était hors. Une dissipation de rêverie, comme une dissipation de brume, ne laisse point trace, et le nuage passé, l'amour n'est pas plus diminué dans le cœur que le soleil dans le ciel. 9. Abyssus abyssum vocat. Une autre figure disparut. Ce fut Tom Jim Jack. Brusquement, il cessa de venir dans l'Inn Tadcaster. Les personnes situées de façon à voir les deux versants de la vie élégante des grands seigneurs de Londres purent noter peut-être qu'à la même époque la Gazette de la Semaine, entre deux extraits de registres de paroisse, annonça le départ de Lord David Dirry-Moir sur l'ordre de Sa Majesté d'aller reprendre, dans l'escadre blanche en croisière sur les côtes de Hollande, le commandement de sa frégate. Ursus s'aperçut que Tom Jim Jack ne venait plus. Il en fut très préoccupé. Tom Jim Jack n'avait point reparu depuis le jour où il était parti dans le même carrosse que la dame au quadruple. C'était certes une énigme que ce Tom Jim Jack qui enlevait des duchesses à bras tendus. Quel approfondissement intéressant à faire, que de questions à poser, que de choses à dire. C'est pourquoi Ursus ne dit pas un mot. Ursus, qui avait vécu, savait quelle cuisson donnent les curiosités téméraires. La curiosité doit toujours être proportionnée au curieux. À écouter, on risque l'oreille. Guetter, on risque l'œil. Ne rien entendre et ne rien voir est prudent. Tom Jim Jack était monté dans ce carrosse princier. L'hôtelier avait été témoin de cette ascension. Ce matelot s'asseyant à côté de cette lady avait un aspect de prodige qui rendait Ursus circonspect. Les caprices de la vie d'en haut doivent être sacrés pour les personnes basses. Tous ces reptiles qu'on appelle les pauvres n'ont rien de mieux à faire que de se tapir dans leurs trous quand ils aperçoivent quelque chose d'extraordinaire. Se tenir coi est une force. Fermez vos yeux si vous n'avez pas le bonheur d'être aveugle, bouchez vos oreilles si vous n'avez pas la chance d'être sourd, paralysez votre langue si vous n'avez pas la perfection d'être muet. Les grands sont ce qu'ils veulent, les petits sont ce qu'ils peuvent. Laissons passer l'inconnu. N'importunons point la mythologie, n'ennuyons point les apparences, ayons un profond respect pour les simulacres. Ne dirigeons pas nos commérages vers les rapetissements ou les grossissements qui s'opèrent dans les régions supérieures pour des motifs que nous ignorons. Ce sont la plupart du temps pour nous chétifs des illusions d'optique. Les métamorphoses sont l'affaire des dieux. Les transformations et les désagrégations des grands personnages éventuels qui flottent au-dessus de nous sont des nuages impossibles à comprendre et périlleux à étudier. Trop d'attention impatiente les Olympiens dans leurs évolutions d'amusement et de fantaisie, et un coup de tonnerre pourrait bien vous apprendre que ce taureau trop curieusement examiné par vous est Jupiter. N'entrebâillons pas les plis du manteau couleur de muraille des puissants terribles. Indifférence, c'est intelligence. Ne bougez point, cela est salubre. Faites le mort, on ne vous tuera point. Telle est la sagesse de l'insecte. Ursus l'a pratiquée. L'hôtelier, intrigué de son côté, interpella un jour Ursus. « Savez-vous qu'on ne voit plus Tom Jim Jack ?»« Tiens, dit Ursus, je ne l'avais pas remarqué. » Maître Nicless fit à demi-voix une réflexion, sans doute sur la promiscuité du carrosse ducal avec Tom Jim Jack, observation probablement irrévérente et dangereuse, qu'Ursus eut soin de ne pas écouter. Ursus, néanmoins, était trop artiste pour ne point regretter Tom Jim Jack. Il eut un certain désappointement. Il ne fit part de son impression qu'à Homo, seul confident de la discrétion duquel il fut sûr. Il dit tout bas à l'oreille du loup. « Depuis que Tom Jim Jack ne vient plus, je sens un vide comme homme et un froid comme poète. » Cet épanchement dans le cœur d'un ami soulagea Ursus. Il resta muré vis-à-vis de Gwynplaine qui, de son côté, ne fit aucune allusion à Tom Jim Jack. Au fait, Tom Jim Jack de plus ou de moins importait peu à Gwynplaine, absorbé en Dea. L'oubli s'était fait de plus en plus en Gwynplaine. Dea, elle, ne se doutait même pas qu'un vague ébranlement eût eu lieu.
En même temps, on n'entendait plus parler de cabales et de plaintes contre l'homme qui rit. Les haines semblaient avoir lâché prise. Tout s'était apaisé dans la Green Box et autour de la Green Box. Plus de cabotinage, ni des cabotins, ni des prêtres. Plus de grondements extérieurs. On avait le succès sans la menace. La destinée à de ces sérénités subites. La splendide félicité de Gwynplaine et de Dea était pour l'instant absolument sans ombre. Elle était peu à peu montée jusqu'à ce point où rien ne peut plus croître. Il y a un mot qui exprime ces situations-là. L'apogée. Le bonheur, comme la mer, arrive à faire son plein. Ce qui est inquiétant pour les parfaitement heureux, c'est que la mer redescend. Il y a deux façons d'être inaccessible. C'est d'être très haut et d'être très bas. Au moins autant peut-être que la première, la deuxième est souhaitable. Plus sûrement que l'aigle n'échappe à la flèche, l'infusoire échappe à l'écrasement. Cette sécurité de la petitesse, nous l'avons dit déjà, si quelqu'un l'avait sur la terre, c'étaient ces deux êtres, Gwynplaine et Dea. Mais jamais elle n'avait été si complète. Ils vivaient de plus en plus l'un par l'autre, l'un dans l'autre, extatiquement. Le cœur se sature d'amour comme d'un sel divin qui le conserve, de là l'incorruptible adhérence de ceux qui se sont aimés dès l'aube de la vie, et la fraîcheur des vieilles amours prolongées. Il existe un embaumement d'amour. C'est de Daphnis et Chloé que sont fait Philémon et Baucis. Cette vieillesse-là, ressemblance du soir avec l'aurore, était évidemment réservée à Gwynplaine et à Dea. En attendant, ils étaient jeunes. Ursus regardait cet amour comme un médecin fait sa clinique. Du reste, il avait ce qu'on appelait en ce temps-là le regard hippocratique. Il attachait sur Dea, frêle et pâle, sa prunelle sagace, et il grommelait. « C'est bien heureux qu'elle soit heureuse. » D'autres fois, il disait « Elle est heureuse pour sa santé. » Il hochait la tête, et parfois lisait attentivement Avicenne, traduit par Vopiscus Fortunatus, Louvain, 1650, un bouquin qu'il avait à l'endroit des troubles cardiaques. Dea, aisément fatiguée, avait des sueurs et des assoupissements, et faisait, on s'en souvient, sa sieste dans le jour. Une fois qu'elle était ainsi endormie, étendue sur la peau d'ours, et que Gwynplaine n'était pas là, Ursus se pencha doucement et appliqua son oreille contre la poitrine de Dea du côté du cœur. Il sembla écouter quelques instants, et en se redressant, il murmura « Il ne lui faudrait pas une secousse. La fêlure grandirait bien vite. » La foule continuait d'affluer aux représentations de chaos vaincus. Le succès de l'homme qui rit paraissait inépuisable. Tout accourait. Ce n'était plus seulement Southwark, c'était déjà un peu Londres. Le public commençait même à se mélanger. Ce n'était plus de purs matelots et cochers. Dans l'opinion de maître Nicless, connaisseur en canaille, il y avait maintenant dans cette populace des gentilshommes et des baronnets, déguisés en gens du peuple. Le déguisement est un des bonheurs de l'orgueil, et c'était la grande mode d'alors. Cette aristocratie mêlée à la mob était bon signe et indiquait une extension de succès gagnant Londres. La gloire de Gwynplaine avait décidément fait son entrée dans le grand public, et le fait était réel. Il n'était plus question dans Londres que de l'homme qui rit. On en parlait jusque chez le Mohawk Club, hanté des lords. Dans la Green Box, on ne s'en doutait pas. On se contentait d'être heureux. L'enivrement de Dea, c'était de toucher tous les soirs le front crépus et fauve de Gwynplaine. En amour, rien n'est tel qu'une habitude. Toute la vie s'y concentre. La réapparition de l'astre est une habitude de l'univers. La création n'est pas autre chose qu'une amoureuse, et le soleil est un amant. La lumière est une cariatide éblouissante qui porte le monde. Tous les jours, pendant une minute sublime, la terre couverte de nuit s'appuie sur le soleil levant. Dea, aveugle, sentait la même rentrée de chaleur et d'espérance en elle dans le moment où elle posait sa main sur la tête de Gwynplaine. Être deux ténébreux qui s'adorent, s'aimer dans la plénitude du silence, on s'accommoderait de l'éternité passée ainsi. Un soir, Gwynplaine, ayant en lui cette surcharge de félicité, qui, pareil à l'ivresse des parfums, cause une sorte de divin malaise, rôdait, comme il faisait d'ordinaire après le spectacle terminé, dans le pré, à quelques 100 pas de la Green Box. On a de ces heures de dilatation où l'on dégorge le trop-plein de son cœur. La nuit était noire et transparente. Il faisait clair d'étoiles. Tout le champ de foire était désert et il n'y avait que du sommeil et de l'oubli dans les baraques éparses autour du Tarrinzeau Field. Une seule lumière n'était pas éteinte. C'était la lanterne de Lynn Tadcaster, entr'ouvert et attendant la rentrée de Gwynplaine. Minuit venait de sonner aux 5 paroisses de Southwark, avec les intermittences et les différences de voix d'un clocher à l'autre. Gwynplaine songeait à Dea. À quoi eût-il songé? Mais ce soir-là, singulièrement confus,
Plein d'un charme où il y avait de l'angoisse, il songeait à Dea comme un homme songe à une femme. Il se le reprochait. C'était d'une diminution. La sourde attaque de l'époux commençait en lui. Douce et impérieuse impatience. Il franchissait la frontière invisible. En deçà, il y a la Vierge, au-delà, il y a la femme. Il se questionnait avec anxiété. Il avait ce qu'on pourrait nommer la rougeur intérieure. Le Gwynplaine des premières années s'était peu à peu transformé dans l'inconscience d'une croissance mystérieuse. L'ancien adolescent pudique se sentait devenir trouble et inquiétant. Nous avons l'oreille de lumière où parle l'esprit, et l'oreille d'obscurité où parle l'instinct. Dans cette oreille amplifiante, des voix inconnues lui faisaient des offres. Si pur que soit le jeune homme qui rêve d'amour, un certain épaississement de chair finit toujours par s'interposer entre son rêve et lui. Les intentions perdent leur transparence. L'inavouable voulu par la nature fait son entrée dans la conscience. Gwynplaine éprouvait on ne sait quel appétit de cette matière où sont toutes les tentations, et qui manquait presque à Dea. Dans sa fièvre, qui lui semblait malsaine, il transfigurait Dea, du côté périlleux peut-être, et il tâchait d'exagérer cette forme séraphique jusqu'à la forme féminine. C'est de toi, femme, que nous avons besoin. Trop de paradis, l'amour en arrive à ne pas vouloir cela. Il lui faut la peau fiévreuse, la vie émue, le baiser électrique et irréparable, les cheveux dénoués, l'étreinte ayant un but. Le sidéral gêne, l'éthéré pèse. L'excès de ciel dans l'amour, c'est l'excès de combustible dans le feu. La flamme en souffre. Dea saisissable et saisie, la vertigineuse approche qui mêle en deux êtres l'inconnu de la création, Gwynplaine éperdu avait ce cauchemar exquis. Une femme. Il entendait en lui ce profond cri de la nature. Comme un Pygmalion du rêve modelant une Galatée de l'azur, il faisait témérairement au fond de son âme des retouches à ce contour chaste de Dea, contour trop céleste et pas assez édénique, car l'Éden, c'est Ève, et Ève était une femme. Et Ève était une femelle, une mère charnelle, une nourrice terrestre, le ventre sacré des générations, la mamelle du lait inépuisable, la berceuse du monde nouveau-né, et le sein exclut les ailes. La virginité n'est que l'espérance de la maternité. Pourtant, dans les mirages de Gwynplaine, Dea jusqu'alors avait été au-dessus de la chair. En ce moment égaré, il essayait dans sa pensée de l'y faire redescendre, et il tirait ce fil, le sexe, qui tient toute jeune fille liée à la terre. Pas un seul de ces oiseaux n'est lâché. Dea, pas plus qu'une autre, n'était hors la loi, et Gwynplaine, tout en ne l'avouant qu'à demi, avait une vague volonté qu'elle s'y soumît. Il avait cette volonté malgré lui, et dans une rechute continuelle. Il se figurait Dea humaine. Il en était à concevoir une idée inouïe. Dea créature, non plus seulement d'extase, mais de volupté. Dea, la tête sur l'oreiller. Il avait honte de cet empiètement visionnaire. C'était comme un effort de profanation. Il résistait à cette obsession, il s'en détournait, puis il y revenait. Il lui semblait commettre un attentat à la pudeur. Dea était pour lui un nuage. Frémissant, il écartait ce nuage comme il eût soulevé une chemise. On était en avril. La colonne vertébrale à ses rêveries. Il faisait des pas au hasard avec cette oscillation distraite qu'on a dans la solitude. N'avoir personne autour de soi, cela aide à divaguer. Où allait sa pensée? Il n'eût osé se le dire lui-même. Dans le ciel? Non. Dans un lit. Vous le regardiez, astre. Pourquoi dit-on un amoureux? On devrait dire un possédé. Être possédé du diable, c'est l'exception. Être possédé de la femme, c'est la règle. Tout homme subit cette aliénation de soi-même. Quelle sorcière qu'une jolie femme. Le vrai nom de l'amour, c'est captivité. On est fait prisonnier par l'âme d'une femme, par sa chair aussi. Quelquefois plus encore par la chair que par l'âme. L'âme est l'amante, la chair est la maîtresse. On calomnie le démon. Ce n'est pas lui qui a tenté Ève, c'est Ève qui l'a tenté. La femme a commencé. Lucifer passait tranquille, il a aperçu la femme, il est devenu Satan. La chair, c'est le dessus de l'inconnu. Elle provoque, chose étrange, par la pudeur. Rien de plus troublant. Elle a honte, cette effrontée. En cet instant-là, ce qui agitait Gwynplaine et ce qui le tenait, c'était cet effrayant amour de surface. Moment redoutable que celui où l'on veut la nudité. Moment redoutable que celui où l'on veut la nudité. Un glissement dans la faute est possible. Que de ténèbres dans cette blancheur de Vénus. Quelque chose en Gwynplaine appelait à grands cris Dea. Dea fille, Dea moitié d'un homme, Dea chair et flamme, Dea gorge nue. Il chassait presque l'ange. Crise mystérieuse que tout amour traverse et où l'idéal est en danger. Ceci est la préméditation de la création. Moment de corruption céleste. L'amour de Gwynplaine pour Dea devenait nuptial. L'amour virginal n'est qu'une transition.
Le moment était arrivé. Il fallait à Gwynplaine cette femme. Il lui fallait une femme. Pente dont on ne voit que le premier plan. L'appel indistinct de la nature est inexorable. Toute la femme, quel gouffre! Heureusement pour Gwynplaine, il n'y avait d'autre femme que Dea. La seule dont il voulut, la seule qui put vouloir de lui. Gwynplaine avait ce grand frisson vague qui est la réclamation vitale de l'infini. Ajoutez l'aggravation du printemps. Il aspirait les effluves sans nom de l'obscurité sidérale. Il allait devant lui, délicieusement hagard, les parfums errants de la sève en travail, les irradiations capiteuses qui flottent dans l'ombre, l'ouverture lointaine des fleurs nocturnes, la complicité des petits nids cachés, les bruissements d'eaux et de feuilles, les soupirs sortant des choses, la fraîcheur, la tiédeur, tout ce mystérieux éveil d'avril et de mai. C'est l'immense sexe épars, proposant à voix basse la volupté, provocation vertigineuse qui fait bégayer l'âme. L'idéal ne sait plus ce qu'il dit. Qui eût vu marcher Gwynplaine eût pensé « Tiens, un ivrogne ?» Il chancelait presque en effet sous le poids de son cœur, du printemps et de la nuit. La solitude dans le Bowling Green était si paisible que, par instant, il parlait haut. Se sentir pas écouté fait qu'on parle. Il se promenait à pas lents, la tête baissée, les mains derrière le dos, la gauche dans la droite, les doigts ouverts. Tout à coup, il sentit comme le glissement de quelque chose dans l'entrebâillement inerte de ses doigts. Il se retourna vivement. Il avait dans la main un papier, et devant lui un homme. C'était cet homme venu jusqu'à lui par derrière avec la précaution d'un chat qui lui avait mis ce papier entre les doigts. Le papier était une lettre. L'homme, suffisamment éclairé par la pénombre stellaire, était petit, joufflu, jeune, grave, et vêtu d'une livrée couleur feu, visible du haut en bas par la fente verticale d'un long surtout gris qu'on appelait alors capenoche, mot espagnol contracté qui veut dire cape de nuit. Il était coiffé d'une gora cramoisie, pareille à une calotte de cardinal, où la domesticité serait accentuée par un galon. Sur cette calotte, on apercevait un bouquet de plumes de tisserand. Il était immobile devant Gwynplaine. On eût dit une silhouette de rêve. Gwynplaine reconnut le mouse de la duchesse. Avant que Gwynplaine eût pu jeter un cri de surprise, il entendit la voix grêle, à la fois enfantine et féminine, du mouse qui lui disait « Trouvez-vous demain à pareille heure à l'entrée du pont de Londres. J'y serai. Je vous conduirai. »« Où ?» demanda Gwynplaine. « Où vous êtes attendu. » Gwynplaine abaissa ses yeux sur la lettre, qu'il tenait machinalement dans sa main. Quand il les releva, le mouse n'était plus là. On distinguait dans la profondeur du champ de foire une vague forme obscure qui décroissait rapidement. C'était le petit laquais qui s'en allait. Il tourna à un coin de rue, et il n'y eut plus personne. Gwynplaine regarda le mouse disparaître, puis il regarda la lettre. Il est des moments dans la vie où ce qui vous arrive ne vous arrive pas. La stupeur vous maintient quelque temps à une certaine distance du fait. Gwynplaine approcha la lettre de ses yeux comme quelqu'un qui veut lire. Alors, il s'aperçut qu'il ne pouvait la lire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il ne l'avait pas décachetée. Deuxièmement, parce qu'il faisait nuit. Il fut plusieurs minutes avant de se rendre compte qu'il y avait une lanterne dans l'inn. Il fit quelques pas, mais de côté, et comme s'il ne savait où aller. Un somnambule à qui un fantôme a remis une lettre marche de la sorte. Enfin, il se décida, courut plutôt qu'il n'avança vers l'inn, se plaça dans le rayon de la porte entr'ouverte et considéra encore une fois à cette clarté la lettre fermée. On ne voyait aucune empreinte sur le cachet, et sur l'enveloppe il y avait « à Gwynplaine ». Il brisa le cachet, déchira l'enveloppe, déplia la lettre, la nuit, en plein sous la lumière, et voici ce qu'il lut. « Tu es horrible et je suis belle. Tu es histrion et je suis duchesse. Je suis la première et tu es le dernier. Je veux de toi. Je t'aime. Viens. » Et c'est la fin de ce chapitre. Et donc également la fin du livre 3e, les amis. Nous passons donc à l'outro de ce live. J'ai les lèvres et la gorge particulièrement secs et sèches ce soir. Heureusement que je ne lis pas beaucoup plus. Alors, je viens vous relire dans le chat. Tom Jim Jack, c'est quand même un nom assez long. J'avoue, Tom Jim Jack, c'est
Je sais pas, moi je trouve ça trop marrant comme nom. Et c'est composé de 3 noms qui sont censés être ultra courts et qui sont presque censés être, je trouve, des surnoms. Mais du coup, ça lui donne un aspect sympathique comme ça, je trouve, Tom Jim Jack. Oh, Dimal qui s'est éclipsé pendant une microseconde en effet. Oh, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée sur les événements dans la vie, j'ai pas eu le temps de la retenir. Je crois que c'est celle-là, Jumpy. C'est: il est des moments dans la vie où ce qui vous arrive ne vous arrive pas. La stupeur vous maintient quelque temps à une certaine distance du fait. Je suppose que ça doit être ça que t'as bien aimé, Jumpy. Mais je trouve que les passages qu'on vient de lire sont super cool. Il y a plein de moments hyper poétiques, justement. Je trouve qu'il y a vraiment plein de moments très poétiques et de phrases très belles. Et on part sur des considérations philosophico-politiques. Enfin, il y a aussi du social. Et le social, c'est quelque chose de très très important dans la littérature d'Hugo. Donc, enfin, dans l'œuvre d'Hugo. Donc, ouais, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Moi, ce que j'ai particulièrement kiffé dans les 2 chapitres qu'on vient de lire, c'est que justement, par 2 fois, si vous avez bien fait attention, par 2 fois, il y a eu le mot fêlure. Et le livre 3e, se titre Commencement de la fêlure. Et les 2 fois où il y a eu le mot fêlure, c'était à des moments clés, je pense, qui, je pense, éclairent sur les événements à venir. Il y en a un, c'est sûr d'ailleurs, puisqu'il y en a un, c'était par rapport justement à cette mystérieuse femme tout en rouge, etc. Et que, bah là, vous avez vu la lettre de fin que vient de recevoir Gwynplaine. Ça laisse présager, en effet, peut-être le commencement d'une fêlure. En effet, ça laisse présager que peut-être il y aura un petit bordel qui va s'organiser, peut-être il y aura quelques péripéties, quelques problématiques qui vont se mettre en place. J'ai trouvé un peu raide ce que Hugo dit de la rêverie. Je pense que la rêverie peut t'éclairer au contraire. Alors je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire les couteaux portes exactement. Je sais pas si... Je pense pas qu'il soit forcément contre la rêverie. Hein. Je sais pas. Je sais pas. En fait le truc aussi c'est que... Alors peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que Hugo prend des voix multiples. Même en tant que narrateur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, plus que de donner son avis sur un sujet, il explore le sujet de manière poétique, entre guillemets. Et parfois, il y a la voix d'Ursus qui se mêle à sa voix en tant que narration. Parfois aussi, il dit des choses, je pense, qu'il ne pense pas forcément, mais plus de manière sarcastique ou ironique aussi, ça on en avait déjà parlé. Mais je crois qu'il disait qu'elle nous perdait. Ok. J'avoue que là, comme ça, j'ai plus les passages en tête spécifiquement. Enfin, je sais qu'il a parlé de rêverie, tout ça, mais je saurais pas dire comme ça s'il est contre la rêverie, entre guillemets. Mais je pense qu'il est plus dans le constat. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Je pense qu'il est plus dans le constat. Il est plus dans le... Bah voilà, je vous dis le trouble que ça peut occasionner, quoi. Je pense pas qu'il y ait un jugement derrière de réprimande ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est plus dans le constat, et je pense que la réprimande se trouve plus du côté d'Ursus pour le coup. Qui, je crois, n'est pas vraiment la voix d'Hugo. D'ailleurs, même Ursus lui-même a des discours, voilà, qui ne s'appliquent pas forcément à la lettre. Enfin, on sent qu'Ursus, au fond, c'est un passionné, etc., etc. Enfin, voilà, il est grognon, tout ça, mais en vérité, il est plein d'amour, ce monsieur. Mais ouais, il y a plein de thèmes qui sont hyper intéressants. Le fait que Gwynplaine ait été tant marqué par la mystérieuse femme de la loge et que ça l'ait soudainement rempli de troubles, je trouve ça hyper intéressant. Et le fait que, alors c'est un thème comme un autre, hein, mais le fait que du coup on parle vraiment des plaisirs de la chair et du sexe, et que vraiment ça devienne un point de réflexion presque, un point encore une fois, un point sur lequel philosopher entre guillemets. J'ai trouvé ça hyper intéressant que du coup, il y ait ces mouvements
ce mouvement de... Il pense à fond à la femme en rouge et il ressent quelque chose qui le trouble et il sait pas vraiment ce que c'est, etc. Ensuite, on nous dit qu'il l'oublie totalement. Mais quand même, en vérité, ça l'a travaillé, même si c'est pas dit explicitement. En vérité, ça l'a travaillé parce que, en vérité, c'est cette fameuse femme de la loge qui lui a glissé à l'oreille, qui lui a fait venir en pensée ce sentiment d'avoir besoin d'une femme charnellement, etc., etc. Et du coup, c'est malgré tout, quand il pense à Dea de cette manière-là, même s'il s'en veut, etc., etc., et qu'il a cette espèce de combat intérieur, et que, soi-disant, il ne pense plus du tout à la femme de la loge à ce moment-là, bah en vérité, s'il pense à Dea de cette manière, c'est certainement parce que il y a eu le déclencheur avec la femme de la loge. Donc, en vérité, ça le travaille quand même, et c'est quand même là en tâche de fond. Et il n'y a qu'à voir sa surprise et sa réaction, son étonnement et cette sorte d'abattement presque... Bon, on nous dit qu'il ressemble à un ivrogne dans sa démarche, etc. Donc son étonnement total, presque écrasant, quoi, quand il a des nouvelles de cette femme, justement. Ce qui veut bien dire aussi que, au final, c'est quelque chose qu'il avait occulté, qu'il avait mis de côté, mais qui existe, qui est toujours là en tâche de fond, comme j'aime à dire. Donc voilà, au final, il y a quand même ce truc-là. Je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, en termes d'histoire, bah là, on passe à un autre level. Et là, on sent en effet qu'il va y avoir des problèmes. Parce que, vu comment Gwynplaine a déjà pu penser de cette femme, vu comment Gwynplaine est travaillée par ses hormones, hein, clairement, et vu comment cette femme lui a envoyé une lettre cash au possible, avec direct « je veux de toi, je t'aime, viens ». Voilà quoi, il n'y a pas plus direct. Hein. Donc ouais. Ouais. Ça promet. Ça promet, ça va être assez intéressant, je pense. La suite, là, ça me tarde beaucoup de voir la suite. D'ailleurs, je vous spoil rapidement, mais livre 4ème, la cave pénale. Bon, ça parle pas trop. Titre du chapitre 1, la tentation de Saint Gwynplaine. Les problèmes arrivent, les gens, les problèmes arrivent. En effet, le commencement de la fêlure, c'était maintenant. On va s'arrêter pour le live de ce soir, les amis. Ça a été un plaisir de partager cette lecture avec vous. Lecture qui était encore... lecture qui était... Je vais pas dire que ma lecture était de qualité, mais en tout cas, l'œuvre qui était encore de qualité. Moi, perso, elle me plaît beaucoup, cette œuvre. On va arriver à un bot par stream. C'est marrant, je peux utiliser mon épée du coup. J'avoue qu'il y a beaucoup de bots ces jours-ci. Merci Jumpy de réagir. Tchou à la vitesse de la lumière comme ça. Ta lecture était de qualité. Ah, merci Jumpy, c'est gentil. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci à tous d'être passés. Vous êtes vraiment nombreux à être passés, ça fait plaisir. Encore merci Starmayor pour ton follow. Et puis merci Starmayor, Jumpy, l'écoute aux portes, Zikael, Dimal, Petit Poil pas dissident, le Jérôme légendaire. Je pense avoir dit tout le monde d'être passé. Ça m'a fait extrêmement plaisir. L'écoute aux portes. Gwynplaine n'imagine pas une seconde que Dea voudrait peut-être changer de style de relation moins platonique. C'est vrai que Gwynplaine n'envisage pas que Dea ait peut-être les mêmes envies. Je sais pas si elle a les mêmes envies, peut-être qu'on aura la réponse dans les lives à venir, ça peut être intéressant aussi, j'avoue. De toute manière, là, je vais commencer à kiffer beaucoup, parce que déjà que j'aime l'œuvre alors qu'elle prend énormément son temps, bah là, on entre vraiment dans les péripéties. Là, il se passe des choses enfin, il y a enfin de l'action. Donc là, j'ai hâte de découvrir comment les problèmes vont arriver. Voilà. J'ai l'impression que ça fait 3 lives que je dis ça, mais c'est vrai que l'œuvre prend beaucoup son temps, puisque on arrive grosso modo à la page 440, enfin 450 même, et grosso modo je vous dis qu'on est un peu dans l'intro, quoi, bon bref. mais voilà. J'ai beaucoup apprécié ce soir et j'ai vraiment hâte d'être à la suite. On se rejoint demain pour les prochains lives, c'est demain.
On se rejoint demain 13h-16h pour une nouvelle enquête sur Sherlock Holmes, Crimes and Punishment et présentation de mise à jour Sea of Thieves demain 21h. Sinon la prochaine lecture, ça sera vendredi. Et puis les autres lives, je vous laisse voir ça sur Facebook, Twitter et Discord. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un dislike selon votre ressenti sur cette vidéo sur YouTube. Et à commenter pour me donner votre avis sur la lecture, pour débattre de la lecture, pour me donner un avis sur le live dans sa globalité. Bref, vous connaissez les bails, vous faites ce que vous voulez de toute manière. Et moi je suis là pour vous répondre au maximum. Oh, Mirani qui est passé faire un coucou. Coucou Mirani, merci d'être passé, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.